Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition d'été de Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Un épisode encore une fois exceptionnel puisque nous allons confronter les vues de France et de Russie dans un instant. Parce que cette fois-ci, nous allons parler de la stratégie que la France devrait adopter face au monde multipolaire qui se dessine. Quelle piste donc pour Paris alors que s'est opéré le basculement du monde? Comment Emmanuel Macron devrait-il agir alors que les crises se multiplient et que nous avons le sentiment de perdre pied? C'est une question, des questions pour le moins difficiles, mais Hervé Juvin ne recule pas devant de telles réflexions. Hervé Juvin, bonjour. Bonjour Édouard Chaneau. Et merci d'avoir répondu une nouvelle fois présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous avez cofondé le mouvement Les Localistes, vous êtes ancien député européen, mais surtout, je souligne que vous aviez publié il y a 15 ans Le renversement du monde, un essai dans lequel vous disiez, je vous cite, « Le système occidental dominait le monde, mais c'en est fini. Il n'a plus le monopole du bien ni des certitudes. Nous vivons le renversement du monde. » Alors 15 ans plus tard, eh bien ce renversement est visible partout. La guerre en Ukraine, bien sûr, dont nous parlions il y a quelques jours, a accéléré ce basculement. Et c'est pour cela que nous allons confronter vos vues avec, encore une fois, avec Moscou. Première question, Hervé Juvin. Le monde multipolaire, c'est un concept que l'on entend souvent à l'étranger, souvent, encore une fois, à Moscou, mais aussi en Chine, peut-être en Inde. Est-ce vraiment ce qui advient sous nos yeux, selon vous? Et puis, autre question, que risquons-nous, nous, Français? Un peu d'histoire pour commencer, si vous le voulez bien. Nous sommes passés d'un monde qui entendait respecter la souveraineté des États et dont le pilier était l'État-nation. L'État-nation défini par une population à l'intérieur de ses frontières, pouvant décider librement de ses lois, de ses mœurs, de sa constitution, de son régime politique, et ne pas faire l'objet d'ingérences extérieures. Tout ça a volé en éclats à la fois par la volonté soviétique d'étendre le régime communiste partout dans le monde, par la résistance opposée par des régimes soutenus par les États-Unis, et donc par une implication des États-Unis directe dans les affaires de pays susceptibles de tomber dans le communisme. On a connu le cas, y compris en France, on l'a connu en Italie, on l'a connu ô combien au Vietnam, etc., etc. Et donc on a abouti à un monde partagé, on a parlé du monde bipolaire, et ce monde bipolaire, après l'explosion de l'Union soviétique, a très directement abouti au mythe de la fin de l'histoire, et à l'hyperpuissance non donnée par Hubert Védrine à des États-Unis qui s'estimaient souverains du monde et capables de pouvoir tout faire à peu près à leur merci, à leur volonté, partout dans le monde. Ça, c'est l'illusion des années 90. C'est aussi l'illusion de la démocratie universelle, c'est l'illusion d'un directoire qui allait gouverner les affaires du monde, c'est l'illusion de la suppression des frontières, de la suppression des identités, etc., etc. Nous assistons évidemment à l'inverse. Et assister à l'inverse, ça prend le nom de multipolarité. Nous serions passés d'un monde dominé par un seul pôle, les États-Unis, ou par deux pôles, États-Unis et Union soviétique, à un monde dans lequel il y aurait plusieurs pôles. Ce terme de multipolarité vaut quelques explications. J'ai été éclairé par une conversation que j'ai eue avec un des dirigeants iraniens à Minsk lors d'un sommet sur la sécurité eurasiatique, dirigeant iranien qui d'ailleurs malencontreusement a été tué peu de temps après dans un accident d'hélicoptère. Ce dirigeant iranien m'avait dit « Vous parlez, vous, de multipolarité, mais faites attention, est-ce que nous n'allons pas plutôt vers un monde non polaire ?» Et ce dirigeant iranien prenait l'exemple en disant « L'Iran ne prétend pas être un empire. L'Iran ne va pas redevenir une puissance régionale asservissant les États voisins. » Mais beaucoup d'États dans le monde sont dans la même situation. Ils n'ont pas envie d'être ni un pôle dominant, ni les dominés d'un pôle d'une hyperpuissance. C'est d'ailleurs une partie de l'équation compliquée entre l'Ukraine et la Russie. La Russie considère légitimement que l'Ukraine doit rester dans son giron et notamment sécuritaire. L'Ukraine affirme sa souveraineté et l'Ukraine affirme que ça n'est pas à la Russie de commander notamment ses moyens militaires ou ses alliances militaires. Le terme de multipolarité est très dangereux en ce qu'il évoque un monde dans lequel 4, 5, 6 superpuissances régionales pourraient en quelque sorte disposer de buffer zones, de glacis de sécurité, et donc en fait contrôler et dominer les nations qui sont leurs voisines. Ça n'est probablement pas le chemin vers lequel nous nous dirigeons. Et je pense que nous avons effectivement à réfléchir vers ce mot d'un monde non polaire. C'est tout simplement un monde qui respecterait la souveraineté des États et des nations. C'est tout simplement un monde qui reconnaîtrait l'égalité en droit des États-nations, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, et qui donc limiterait singulièrement la prétention impériale de certaines puissances.
Oui, c'est bien ça le concept clé. C'est ça le concept clé. Le concept clé, par exemple, le refus de l'impérialisme. C'est le refus de l'impérialisme et le refus de voir certains, plus grands, plus puissants, plus peuplés, plus riches, dominer leurs voisins. Ça, c'est une notion qui me paraît extraordinairement intéressante parce qu'elle est très opérante. Si je regarde les relations compliquées d'un certain nombre des voisins qui ont d'énormes intérêts économiques avec la Chine, et c'est tout simplement compliqué parce qu'ils n'ont pas envie d'être les vassaux de la Chine. Les relations de certains des voisins de l'Inde, j'oublie le Pakistan, certains voisins en paix qui échangent beaucoup avec l'Inde, mais ils n'ont pas non plus envie de devenir des vassaux de l'Inde. Et on connaît la situation très tendue entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, avec un Canada, un Groenland ou un Mexique, qui n'ont pas envie de devenir les 53e ou 54e États américains. Le mot de monde non polaire mérite l'examen. Évidemment pour l'avenir, parce que nous ne sommes pas préparés à un monde non polaire. Nous avons été conditionnés à l'abandon de la souveraineté des nations. Nous avons été conditionnés avec les inventions baroques du devoir de protéger, du devoir d'intervenir, etc., qui justifient en fait l'ingérence des superpuissances. Nous avons été conditionnés à ne plus penser un monde sans pôle fondé sur la souveraineté des États-nations. Eh bien, je pense que ça vaut la peine de le considérer. J'observe que les dirigeants du monde entier ont quelques déclarations qui vont dans ce sens. C'est la Global Civilization Initiative du président Xi Jinping qui proclame le respect de tous les États-nations dans le monde sur la base de leur égalité et de la réciprocité. Mais c'est aussi la parole de Donald Trump à West Point, académie militaire, disant « la culture, c'est le destin, et je ne vais pas changer la culture et je ne vais pas changer le destin des peuples ». C'est aussi évidemment les paroles de Vladimir Poutine à Valdai, parlant de l'État-civilisation et de la nation-civilisation. On voit bien qu'on a là des notions extrêmement riches qui traitent de la diversité légitime des peuples, d'abandonner totalement le rêve de la globalisation, d'un monde uniformisé et d'une démocratie universelle, d'une démocratie planétaire. Je crois que plus personne n'en parle, ça n'est plus à l'ordre du jour. Et pour ma part, localiste, évidemment, je ne peux que m'en féliciter. Le retour de la diversité des sociétés humaines, le retour d'une écologie des civilisations que j'appelais de mes voeux dans le livre La séparation du monde, c'est aujourd'hui à l'agenda de toutes les grandes puissances dans le monde. Alors, vous avez évoqué les discours de Donald Trump, de Xi Jinping, de Vladimir Poutine. La France, quant à elle, n'est plus, semble-t-il, une grande puissance. Elle fait partie de l'Union européenne, son économie bat de l'aile, elle a perdu son terrain africain, elle suit souvent la politique américaine. Faudrait-il, face à ce monde multipolaire ou non polaire que vous décrivez, changer de cap à 180 degrés ? Il est très clair que la réaffirmation de la France comme nation, contrôlant ses frontières, contrôlant le droit d'accès à son territoire, le droit de la France comme nation d'affirmer sa singularité, et je ne parle pas simplement, c'est très facile de le faire, de la diversité des cultures et des civilisations, tout le monde la célèbre, au son du violon, ça n'engage à rien. La France doit s'affirmer avec ses mœurs politiques, son régime politique, ses lois, son système économique, son modèle social, et ne pas chercher à copier ici ou là les exemples qui lui seraient imposés ou qui lui seraient donnés de l'extérieur. Je veux simplement dire que la France doit retrouver sa capacité à parler sa propre voix, à faire entendre sa propre musique et à s'affirmer en tant que telle, sans chercher à s'aligner, sans chercher à s'uniformiser, sans chercher à se banaliser, à se fondre dans le grand bain mondial. Le grand bain mondial, l'eau est partie, il n'existe plus. Plus personne ne rêve de la démocratie planétaire, plus personne ne rêve d'une uniformisation mondiale qui a été le rêve de la globalisation naïve des années 90. Nous n'avons dorénavant une globalisation de la différence. Ce qui est en train de se globaliser dans le monde, c'est que tous les peuples dans le monde souhaitent que soit reconnue non seulement leur diversité culturelle, ça c'est sympathique, mais ça n'engage à rien, soit reconnue leur capacité à avoir leur propre régime politique, leurs propres mœurs, leur propre système juridique, leur propre modèle économique, et qu'on ne vienne pas leur imposer de l'extérieur d'autres modèles. C'est la faillite des institutions internationales qui est en jeu. Soyons très clairs, et c'est la faillite du système mis en place à Bretton Woods, du système des institutions de Washington. Bref, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. La post-Seconde Guerre mondiale est en train de se terminer sous nos yeux, avec le réarmement allemand qui en est quand même une conséquence évidente, et avec la volonté allemande de partager l'arme nucléaire avec la France. Très clairement, la page de la Seconde Guerre mondiale est en train de se terminer. Je pense que c'est absolument déterminant pour les années à venir. Absolument déterminant pour les années à venir. Je souligne votre expression de globalisation de la différence. Alors maintenant, il est temps de laisser la parole à nos 3 correspondants moscovites, Alexis Tarade, Xavier Moreau et Fabrice Sorlin. Allô Moscou, ici Paris, à vous les micros.
Bonjour Edouard, bonjour Paris, ici Moscou, les résistants parlent aux patriotes. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler de la stratégie. Quelle stratégie pour la France dans le monde multipolaire? Alors justement, Xavier Moreau, est-ce que le monde occidental a disparu et finalement pourquoi aurait-il disparu? C'est pas qu'il a disparu, simplement il a perdu de sa superbe. Là, on a eu il y a pas très longtemps la réunion du G7 et déjà on voit déjà que au sein du G7 en fait, on avait plutôt comme le dit Gilles Walter un G7-1 quoi, G6 contre 1 contre Donald Trump. Donc il y a plus d'unanimité au sein de ce G7 et surtout économiquement, ça représente surtout de la dette. Ce sont parmi les pays les plus endettés des pays comme les États-Unis, comme la France, même comme l'Italie, même si l'Italie est plutôt sur la bonne voie grâce à Giorgia Meloni, et le Japon. Ce sont des pays ultra endettés, donc leur poids en fait est beaucoup moins significatif, ce qui fait qu'on se demande même à quoi sert le G7. Et sachant qu'il y a d'autres structures beaucoup moins verticales, plus ouvertes, comme par exemple les BRICS, qui semblent plus pérennes, avec surtout un potentiel de développement encore énorme. Donc oui, c'est la fin l'unipolarité a déjà cessé. On voit bien. Vladimir Poutine a d'ailleurs dit un mot au SPIF, le grand forum économique de Saint-Pétersbourg, le forum annuel, sur la question de ce G6, G7 versus les BRICS, en indiquant que les BRICS avaient l'avenir économique devant eux. Là où je crois que en fait, sur la structure en fait de ce qu'on appelle l'Occident collectif en Russie, le problème c'est la verticalité, c'est-à-dire qu'il y a un chef, c'est Washington, et on a demandé à Lavrov qu'est-ce que c'est que l'Occident collectif, il avait dit c'est les États-Unis et leurs vassaux. Donc en fait c'est cette verticalité qui est en train de disparaître parce qu'il y a des puissances qui sont maintenant au moins l'équivalent, voire supérieur aux États-Unis, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, l'économie chinoise a largement dépassé celle des États-Unis. L'armée russe est la première armée du monde. Donc finalement, Washington a sa place parmi les grands. Je veux dire, personne ne le conteste. Mais ils ne sont même plus primus inter pares. Et après, la question se pose, comment les puissances moyennes, on va dire, vont pouvoir trouver leur place dans cette nouvelle configuration. C'est une véritable question, Fabrice. Les États, comment peuvent-ils survivre notamment, si on prend par exemple, on parlait avec Xavier à l'instant du G6, G7, et de la dominance américaine, comment les États peuvent avoir voix? Avant de répondre à cette question, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Xavier, parce que ça me semble important. Une des raisons aussi pour laquelle l'Occident collectif est en perte de vitesse. Donc, Xavier a très justement souligné les problèmes économiques. Il y a d'autres problèmes internes à l'Occident collectif, comme celui du grand remplacement, de l'immigration, de la perte de la culture, de la civilisation qui a été remplacée par la culture de mort, etc. Mais il y a aussi, à mon sens, deux points très importants qu'il faut souligner. Le premier, c'est qu'à force de sanctionner les autres pays, la moitié des pays du monde quasiment d'une façon ou d'une autre ont reçu des sanctions. L'Occident s'est isolé du reste du monde. Et je crois surtout que ce qui se passe, c'est que les autres pays du monde en ont aussi ras-le-bol des guerres coloniales, des guerres de l'Empire impérial. Pardon. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que le Sud global, comme on l'appelle, ne veut plus voir en fait ce qui s'est passé en Afghanistan, en Libye, en Syrie, en Irak. C'est terminé ça. En fait, l'Occident est resté sur un vieux modèle et il s'est lui-même isolé en réalité du reste de la planète. On l'a vu d'ailleurs au moment de l'opération spéciale en Ukraine. En Occident, donc, notamment les médias français disaient voilà, on va mettre des sanctions contre la Russie. Bruno Le Maire. La Russie est isolée du reste du monde. On va mettre à genoux l'économie russe. Voilà, il avait dit ça. Et les gouvernements occidentaux disaient que la Russie était isolée. Mais elle était isolée... de l'Occident. De l'Occident. Mais en réalité, les 2/3 ou les 3/4 des pays du monde n'ont mis aucune sanction contre la Russie. Et on l'a vu, puisque le 9 mai qui a suivi en fait, l'opération spéciale en 2022, il y avait les représentants de l'Inde, plus de la moitié de la population mondiale était présente déjà sur la place rouge. Mais l'Occident
fort et qui se sent supérieur en fait aux autres pays, a toujours imaginé que le monde s'arrête aux frontières de l'Occident et que le reste ne vaut rien. Et en fait, l'Occident s'est lui-même isolé voilà, du reste du monde. Et ça, je pense que c'est la faute majeure de nos gouvernements, c'est d'avoir toujours surestimé les capacités de l'Occident et de ne pas avoir vu justement ce Sud global qui prend de plus en plus de poids, de plus en plus de puissance. Vous l'avez souligné tout à l'heure, à l'instant, Poutine, donc au Forum économique de Saint-Pétersbourg, a donné des chiffres, a expliqué en fait quelle est la part. Alors là, parlons des BRICS de petites minutes. Les BRICS, aujourd'hui, c'est quasiment la moitié de la population mondiale et c'est au niveau économique, ils sont bien supérieurs au G7 aujourd'hui. Et cette différence qu'il y a entre la montée en puissance des BRICS au niveau économique et la perte de puissance économique du G7 devient de plus en plus important. Et il y a aussi un aspect non hiérarchique des BRICS. C'est-à-dire que, par exemple, il y a, les BRICS, il n'y a pas de chef et ils s'engagent à ne pas prendre de sanctions les uns contre les autres. Donc en fait, c'est un espace de liberté. Alors le G7 ne prend pas de sanctions entre eux non plus. Oui, mais ceci étant. Non, mais ils n'acceptent personne par contre. Ouais. Le G7, c'est un club privé. Ouais. Les BRICS, c'est 10 membres aujourd'hui, c'est 10 autres qui sont partenaires et c'est 34 pays qui sont en attente. Et tous les ans, il y a des nouvelles personnes qui veulent les intégrer. Et démographiquement, il n'y a même pas, comme disent les jeunes, il n'y a même pas photo. C'est-à-dire que c'est la majorité de la population mondiale. Alors, certains pays des BRICS ont des problèmes identiques, comme par exemple comme la Chine, un problème de natalité assez grave. Mais cela dit, le potentiel démographique est bien supérieur aux BRICS. À celui de l'Occident collectif, du G7, dont en plus Fabrice soulignait avec justesse qui entretient la culture de mort et ce qui fait que qui ne fait pas d'enfants. Donc effectivement, il y a cette espèce de déséquilibre et en gros, on est déjà, encore une fois, sorti de l'unipolarité. Ce qu'il faut ajouter quand même à cette volonté de puissance de Washington, c'est aussi il y a la volonté de soumission, la volonté d'impuissance des Européens. On les voit complètement déboussolés avec l'arrivée de Donald Trump, qui fait que mais qu'est-ce qu'on va devenir si on n'a plus de maître, si on nous enlève nos chaînes? C'est ce que j'allais te demander comme question. Fabrice parlait justement de l'impérialisme. Alors justement, on a une personne qu'on connaît très bien qui est Nicolas Markovitch, qui a écrit un livre absolument brillantissime sur l'Amérique Empire. La question, c'est est-ce que c'est l'Amérique qui a cet impérialisme ou est-ce que l'Europe aussi l'a eu vis-à-vis des autres pays du monde? Tu parlais du fait que les autres nations mondiales en ont marre de cet impérialisme. C'est un impérialisme américain ou c'est tout l'Occident qui est impérialiste? Non, il y a eu des périodes. Le 19e siècle est un siècle européen. C'est-à-dire que quand on était au lycée, le titre c'était l'Europe domine le monde. Au 19e siècle, l'Europe domine le monde. L'Europe domine le monde jusqu'au début du 20e siècle. Et donc, effectivement, il y a cette hyper-expansion anglaise, française, coloniale essentiellement, et qui est un peu la marque de la deuxième moitié du 19e siècle et le début du 20e. Donc il y a eu des phases impérialistes, effectivement, mais il faut reconnaître souvent le fait des puissances européennes. L'Espagne et le Portugal ont conquis l'Amérique du Sud. L'Amérique elle-même est une conquête territoriale par la puissance anglo-saxonne. Donc voilà, on est dans des cycles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, et on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le problème, il est démographique. Aujourd'hui, on n'a plus de population envoyée et on veut continuer quand même à faire avoir une volonté hégémonique. Et ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, on le voit très bien dans le conflit en Ukraine. De toute manière, même si on voulait intervenir militairement, on n'a pas de soldats envoyés. Pour une raison démographique et culturelle, c'est-à-dire que autant pendant la guerre de Crimée en 1853, la France pouvait envoyer, alors il devait y avoir trentaine de millions d'habitants, la France pouvait envoyer 315 000 hommes sur un théâtre d'opération annexe. En plus, c'est pas du tout le théâtre principal, et perdre 95 000 hommes. 95 000 Français ne sont pas revenus de la guerre de Crimée. C'était possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, et c'est pour ça que c'est le problème. Washington et ses vassaux se comportent encore comme des hégémons, mais ils n'en ont pas les moyens, ni économiques,
ni militaire, ni démographique. Alors, en plateau à Paris, Hervé Juvin dit que le terme de multipolarité est dangereux. Et finalement, Hervé Juvin précise qu'il préférerait une non-polarité comme terme qu'une multipolarité. Qu'est-ce qui est mieux finalement, ou comment on doit définir le monde aujourd'hui tel qu'il est en train de se restructurer? En fait, il y a ce que nous, on aimerait qu'il se passe et ce qu'il se passe dans la réalité. Je crois que c'est, à mon sens, impossible d'avoir un monde non polaire parce qu'il y a des pays, de toute façon, qui sont économiquement, démographiquement, militairement, plus importants que d'autres. Voilà, c'est un fait. Ça ne veut pas dire que la civilisation d'un pays est meilleure que celle d'un autre pays, etc. Mais c'est un fait que la puissance économique chinoise est bien plus importante que beaucoup de pays. Que l'Éthiopie ou le Soudan, par exemple. C'est un fait que la Russie pèse plus lourd aussi que certains pays du Moyen-Orient. Voilà, c'est un fait. Et donc, moi, je crois surtout que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un changement naturel qui se fait. Les BRICS, en fait, sont là pour accompagner ce changement, puisque, on l'a évoqué tout à l'heure, les pays du Sud global n'en peuvent plus, en fait, de ces guerres impériales. On l'a vu, les pays africains veulent s'émanciper de tous ces pays qui ont d'abord colonisé leur pays et qui, aujourd'hui, continuent à leur dicter leurs lois, la façon dont ils doivent gouverner, etc. Il faut savoir quand même qu'en Afrique, depuis des décennies, quand un pays africain demande de l'argent, de l'aide au FMI ou aux grandes organisations internationales, à chaque fois que ces grandes organisations internationales, la Banque mondiale, etc., leur donnent de l'argent, c'est toujours sous condition. Sous condition que vous autorisiez l'avortement, sous condition que vous autorisiez le mariage homosexuel, etc. En fait, les Africains n'en peuvent plus de ça. Et c'est pour cette raison qu'ils se sont d'ailleurs tournés aujourd'hui vers la Chine, vers la Russie, qui... pour eux, en fait, sont des partenaires beaucoup plus sérieux parce que les Russes... Je dirais même qu'ils, culturellement, sont beaucoup plus proches sur les questions sociétales que voilà. l'Occident. Et de toute façon, les Russes, quand ils signent des partenariats avec des pays africains, c'est jamais sous condition. C'est en fait deux pays qui trouvent un terrain d'entente pour faire un business ensemble. Voilà. Et il n'y a pas derrière, il n'y a aucune condition idéologique, politique qui va derrière. Et donc, en fait, ce qui est en train de se passer, je crois, en réalité, c'est que le monde qui était un monde dirigé par les empires, en fait, par les pays qui faisaient des guerres impérialistes, vont être petit à petit remplacés par des pôles qui vont être menés, on va dire, par des États-civilisations. Et à l'intérieur de ce nouveau monde qui est en train de se créer, les échanges commerciaux, et en tout cas, c'est toute l'idée des BRICS, c'est justement de dire, arrêtons de faire des guerres et au contraire, essayons de faire plus de commerce ensemble dans un univers où chaque pays a sa propre souveraineté, son indépendance. En fait, les BRICS, c'est une organisation multilatérale où il n'y a pas justement un chef. Xavier l'a souligné tout à l'heure, il n'y a pas de structure, il n'y a pas un secrétariat général des BRICS. Ce sont des pays qui se rassemblent et qui décident de totalement faire différent, du parce commerce que ensemble. Entre la Chine et le Brésil, on n'est pas du tout sur les mêmes cultures. Entre la Russie et Entre l'Afrique du Sud, entre l'Inde et voilà. la Chine, voilà, il peut pas, c'est pas en fait un pôle à part entière, les BRICS. Et surtout que, je me souviens, en 2023, Pierre de Gaulle avait posé la question lors d'un forum à Vladimir Poutine en lui disant nous, on aimerait que la France rentre dans les BRICS. Et Poutine avait dit la France peut très bien déposer sa candidature et on va l'étudier. C'est-à-dire que les BRICS, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce n'est pas une organisation qui a été créée pour contrecarrer les États-Unis ou pour contrecarrer l'Union européenne. C'est juste un nouveau modèle de pays qui ne veulent plus voir ces guerres-là et qui veulent commercer ensemble. Alors, question, Xavier, justement, on voit l'évolution de ce monde multipolaire, l'arrivée des BRICS. Quelle place, on va dire, pour la France et pour les États européens? On voit notamment politiquement qu'il y a beaucoup de changements en Europe, avec beaucoup de pays qui commencent à revenir sur une politique souverainiste, patriote, on va dire. Comment l'Europe et la France peuvent trouver sa place dans ce nouveau monde qui se crée? Je pense que la question, c'est l'Union européenne et la France. Ouais. Oui. Parce que l'Europe, en fait, je rappelle que la Russie en fait partie, et moi, je suis partisan d'un bloc européen
dont la Russie serait le leader naturel, démographiquement, une fois de plus économiquement, militairement. Donc c'est comme ça que ça devrait se construire, et la France aurait toute sa place dans une structure comme celle-là, puisqu'en fait on est chacun des deux côtés de l'Europe, la France étant la façade atlantique de Brest à Vladivostok. Voilà, donc moi je vois exactement la Russie est la pénétrante naturelle de l'Europe vers l'Asie. Vladivostok est une ville européenne au bord de la mer du Japon. Donc le potentiel en fait est énorme, et ce potentiel est paralysé par l'Union européenne. Et la France notamment ne peut pas s'épanouir à l'intérieur de cette structure bureaucratique inefficace. Son économie est détruite par l'euro, c'est très bien expliqué par Charles Gave notamment, puisque en fait on ne peut pas, dans un pays qui est gavé de fonctionnaires et avec un État énorme, on ne peut pas avoir la même monnaie que l'Allemagne. Donc voilà, il faut sortir de l'euro. Je pense que de manière, c'est ce qui va arriver. C'est peut-être d'ailleurs qu'involontairement, c'est la France qui va provoquer l'effondrement de la zone euro, puisque si la France fait défaut sur sa dette, ce qui devrait quand même arriver tôt ou tard, eh bien, dans ce cas, c'est toute la zone euro qui va s'effondrer, et ce sera une excellente chose à ce moment-là. Ce sera très dur, évidemment, il y aura des soubresauts, et donc la France doit retrouver son autonomie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à des structures, je dirais, régionales, pourquoi pas une union douanière. Il y a des tas de choses qu'on peut organiser avec les autres pays européens sur un pied d'égalité, mais évidemment qu'il faut un retour à la souveraineté. Et puis après, il y a d'autres questions, comme on dit, qui sont au moins aussi importantes. C'est bien de retrouver la souveraineté, mais c'est pour quoi faire. Et pour ça, c'est retrouver sa souveraineté et sortir du socialisme. Donc aujourd'hui, la France peut trouver sa place parce qu'on a un pays avec énormément de potentiel, on a de grosses difficultés. Mais pour ça, eh bien, il faut que vraiment qu'on ait un Deng Xiaoping. On me demande souvent, est-ce qu'il faudra un Poutine français ? Je pense que on pourrait commencer par un Deng Xiaoping, c'est-à-dire quelqu'un qui fasse des réformes pour que la France sorte du modèle socialiste dans lequel elle est enferrée depuis plus de 50 ans. C'est une réindustrialisation de la France, c'est une reprise, en tout cas une priorité au marché intérieur, notamment au niveau du commerce pour la France. Déjà, si notre président et le gouvernement français commençaient par protéger l'industrie française, je pense que ça serait un bon début, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a vu que les fleurons de l'industrie française ont été vendus à des coupes, à des fonds d'investissement américains, et ce, depuis des années. L'industrie française est en lambeaux, en réalité, et c'est dommage, parce que la France a un énorme potentiel. On a encore des ingénieurs brillants, on a encore une façon de penser qui est, même si le système éducatif, je crois, est à revoir, ou en tout cas il y aurait beaucoup de choses à revoir. On crée aujourd'hui encore dans certaines universités, dans certaines grandes écoles, des ingénieurs de premier plan. Et malheureusement, en fait, le travail qui est fourni par nos ingénieurs, par nos élites intellectuelles, etc., derrière, tout est sapé, tout est détruit par Xavier le disait, par le socialisme. Et aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que la France, qui était quand même maître dans beaucoup de domaines, notamment domaine militaire, etc. Aujourd'hui, tout ça est parti en lambeaux. Alors parlons-en justement. Et la France, en fait, aujourd'hui, est devenue le pôle touristique où c'est sympa de venir parce qu'on mange bien et que les paysages sont magnifiques. Sauf que le service est en train de s'effondrer, la qualité du service s'effondre, c'est de plus en plus cher, donc en plus notre pays devient moins en moins attirant. Il faut voir aussi une chose, c'est qu'on entre dans une ère, et notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, où c'est la fin des services. Bientôt, il n'y aura plus besoin de comptables. Pourquoi avoir des avocats, puisque vous pouvez faire vérifier, enfin des juristes, l'avocat il y aura toujours besoin, mais des juristes, puisque vous aurez des programmes qui vont permettre de vérifier si ce que vous faites est conforme à la loi. Juridiquement, même ChatGPT est déjà opérationnel sur ces questions. Donc ce que je veux dire, c'est que donc, nous, en fait, on a choisi, on a voulu copier l'Angleterre, donc choisir de basculer dans le tertiaire, donc on a une économie de services. Je me souviens des chiffres en 2021, c'était les chiffres officiels. Ça m'avait frappé parce que je cherchais les données sur la Russie, donc les chiffres de la Banque mondiale. La Russie, sur son PIB, c'était 32% industrie et construction. Allemagne 28%, Italie 22%, France 16% en 2021. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit être en dessous de 10%. Et c'est-à-dire que cette économie tertiarisée, tout ça, ça va s'évaporer, ça va disparaître. Donc on va se retrouver en France
avec une économie qui sera uniquement l'économie réelle, c'est-à-dire en gros l'agriculture et l'industrie. Et on s'aperçoit que par rapport à d'autres pays, ça représente rien. Donc il va falloir se retransformer, il va falloir retourner se réindustrialiser, donc bien s'entendre avec les pays qui peuvent nous y aider, à commencer par la Chine. Et pour ça aussi, il faut avoir une monnaie adaptée à la faiblesse de notre économie. Avec une monnaie comme l'euro, on s'en sortira jamais. Il faut au contraire avoir une monnaie beaucoup plus faible pour pouvoir repartir sur les exportations, limiter les importations, ce qui fera effectivement de l'inflation dans le pays. Mais quoi qu'il arrive, on va passer par des moments extrêmement difficiles économiquement, qui auront sans doute des conséquences sociales et sans doute même des soubresauts, je dirais, de révolte. C'est ça, surtout avec toute cette population qui a l'habitude de vivre sous les subventions. Tout ça va disparaître. Mais ça peut être l'occasion de rebondir, exactement comme la Russie a su rebondir après les années 90. Alors, question justement, on le voit dans ce monde multipolaire, et la solution pour la France, ce serait peut-être un retour à une souveraineté, ou en tout cas une maîtrise de son industrialisation. On l'a entendu politiquement, notamment ces derniers temps, suite au conflit russo-ukrainien. Les politiques nous disaient il faut un retour, en tout cas, à la souveraineté nationale, notamment sur la question d'armement. On l'a vu, on l'a appris par quelques médias, notamment par des médias économiques, que finalement des entreprises françaises sur la technologie militaire, etc., étaient en difficulté économique, étaient potentiellement même rachetées par des groupes américains. Donc on a commencé par Alstom. Oui, on a un propos politique et on a une réalité qui n'est pas la même. Comment la France peut sortir de cette situation? En fait, on l'a évoqué tout à l'heure, ou en tout cas en filigrane, c'est-à-dire que tous les responsables de partis politiques disent oui, il faut récupérer notre souveraineté. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, en fait, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait? En fait, la première des choses à faire, et Xavier l'a rappelé tout à l'heure, il faut sortir de l'Union européenne. Il faut sortir de l'Union européenne parce qu'aujourd'hui, les lois supranationales qui sont décidées à Bruxelles prennent le dessus, sont plus importantes que les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale à Paris. Et c'est pas normal, ça. Donc, de toute façon, on pourra toujours avoir effectivement un candidat, un président, nous dire oui, on va récupérer notre souveraineté. D'accord. Si vous n'êtes pas pour la sortie de la France de l'Union européenne, et si vous n'êtes pas pour un retour, ou en tout cas la sortie de l'euro, on ne récupérera jamais notre souveraineté. Et donc, ce que vous dites, en fait, c'est juste des paroles en l'air pour essayer de récupérer des voix. Mais il faut être cohérent, en réalité. Il faut que la France, effectivement, retrouve qu'on ait à la tête de la France un président nationaliste, en tout cas patriote, qui aime son pays et qui sert les intérêts du peuple français, et non pas les intérêts d'une petite caste oligarchique qui se trouve à Bruxelles et à Washington. Et on observe en plus, c'est un véritable pillage d'une partie de la richesse française pour alimenter l'Union européenne. Et notamment, le premier, la France est le deuxième contributeur derrière l'Allemagne. Et vous avez un pays comme la Pologne qui est le premier à recevoir. Donc une bonne partie du PIB, notamment de la croissance polonaise, c'est l'argent qui est volé aux contribuables français et allemands. Et que fait la Pologne avec cet argent? Ils achètent du matériel américain. Ou sud-coréen. Donc, au lieu d'acheter, je dirais même pas du matériel français, mais du matériel allemand. Donc, en fait, on voit très bien que l'Union européenne est une entreprise de pillage de la richesse des pays d'Europe de l'Ouest pour qu'elle soit donnée aux pays sous perfusion. Donc, il faut, comme Fabrice, il faut sortir de l'Europe pour recréer une France dans cette multipolarité. Mais aujourd'hui, en fait, notre politique étrangère, notre politique économique est conditionnée par des pays comme des Pays-Baltes qui ne représentent rien, ni économiquement, ni démographiquement. Donc on perd notre temps à gérer ces espèces de pays parasites, alors qu'on devrait, au contraire, faire de grands accords avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie, évidemment, avec les États-Unis, sur un pied d'égalité, même si notre poids économique est inférieur. Malgré tout, on a des partenariats à faire avec ces grandes puissances. On n'en a rien à faire de la Pologne et des Pays-Baltes. Il n'y a rien. Ça ne représente rien économiquement. On perd notre temps. Et d'ailleurs, ce qui marche bien, alors il n'y a pas beaucoup de succès de la politique étrangère en ce moment, mais il y en a
c'est avec l'Inde. On a de bonnes relations. C'est un gros client de l'aéronautique civile et militaire. Alors, c'est pas grâce à Emmanuel Macron, c'est grâce à Dassault et à Airbus. Donc en fait, on le voit qu'on peut faire de grandes choses. Le problème aussi, c'est que par exemple, l'Union européenne, sur ordre de l'État profond américain, a pris une politique anti-chinoise, alors que la Chine devrait être notre partenaire. On se souvient de la visite catastrophique d'Emmanuel Macron en Chine, où il vient chaperonné par Van der Leyen, alors que c'était la Chine qui nous invitait, parce que la Chine se souvenait que c'était pour l'anniversaire de la reconnaissance en janvier 1954 de la Chine communiste par la France, qui était le premier, par le général de Gaulle, qui était le premier à le faire. Et la Chine s'en souvient. Et c'est pour ça que Macron, en tant que successeur, mon Dieu, du général de Gaulle, avait été invité. Et le voyage avait complètement raté. Et d'autant plus que, à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, alors je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était une femme, une semaine avant la visite, avait menacé la Chine. Donc, parce que la dernière chose à faire. Xavier, qui est le président de la France aujourd'hui? C'est Emmanuel Macron ou c'est Van der Leyen? On est dirigé par qui? Par l'Europe? Oui, la France est une satrapie. D'ailleurs, je pense que même Van der Leyen n'est qu'une satrape de l'establishment nord-américain. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Xavier, sur le fait que la France doit effectivement commercer avec les nouvelles grandes puissances, la Russie, la Chine, l'Inde, etc. Le problème, c'est que la France, et pas que la France en fait, l'Occident collectif a perdu, plutôt les pays du monde entier ont perdu leur confiance dans l'Occident collectif. Pourquoi ? Parce que l'Occident collectif, les pays de l'Occident collectif sont les seuls à s'affranchir du droit international. La Russie a toujours suivi le droit international, la Chine le fait, etc. En bafouant les signatures que les présidents français ont pu faire en bas à droite de plusieurs contrats, que ce soit le Mistral, que ce soit plus récemment, on en a parlé lors de la dernière émission sur les accords de Minsk, que ce soit sur les guerres, les Américains, les Anglo-Saxons se sont permis d'attaquer des pays en dehors du droit international, sans aucune référence, accord avec l'ONU, etc. Absolument rien. Avec les conséquences catastrophiques. Avec les conséquences. Le fait que la France vole l'argent des Russes, en fait, tout ça, ça envoie autant de signaux. Ça envoie autant de signaux extrêmement négatifs auprès de tous les autres pays du monde qui aujourd'hui ne veulent plus investir en France. Qui aujourd'hui a envie d'investir en France? Si demain il y a un incident diplomatique, un Chinois investit en France. Si après-demain il y a un incident diplomatique entre la Chine et la Russie et la France, ça veut dire que la France va pouvoir geler les avoirs chinois. Il faut d'abord aussi il va falloir regagner la confiance en fait du Sud global. Et pour le regagner, il va falloir que pendant des années, on fasse attention à nouveau à bien suivre le droit international et à être fidèle à notre signature et à notre parole. Alors justement, ce monde multipolaire pour la France, on va rester franco-français, messieurs Cocorico. Est-ce que c'est un monde dangereux ou c'est un monde d'opportunité pour nous? Opportunité. Il est dangereux pour les élites, pour les élites, pour la caste dirigeante, la caste oligarchique qui dirige la France. Mais par contre, c'est pour nous, le peuple français, c'est évidemment tout plein de promesses positives. En tout cas, surtout quand on voit par exemple les nouveaux projets de commerce internationaux, notamment les nouvelles routes de la soie, avec notre façade atlantique, on est de l'autre côté de la Chine. En fait, on peut faire très bien partie de ces grands projets économiques dont on pourra tirer profit. Et en plus, ce qui est aussi intéressant, moi je crois beaucoup au rôle de la Chine comme puissance pacificatrice et commerciale. Les Chinois détestent la guerre, ce qu'ils veulent faire, c'est faire du commerce, et je pense qu'on pourrait se tourner vers eux en leur disant on va arrêter de vous faire des leçons de morale sur les Ouïghours. En revanche, et on aimerait bien. On est quand même un marché de plus de 60 millions d'habitants, 68 millions je crois, donc c'est quand même intéressant pour vous, mais venez construire des usines chez nous, comme nous, on est allé construire des usines chez vous il y a 30-40 ans. Donc je pense qu'il y a encore une fois, c'est finalement, on retourne au doux commerce de Montesquieu, avec un pays qui veut vraiment, lui, qui déteste la guerre et qui veut faire du commerce. Alors justement, c'est très bien de dire tout ça, mais la volonté politique aujourd'hui, elle n'est pas affichée en ce sens. On a parlé autour de cette table, notamment de l'importance pour la France, dans le cadre justement d'un monde multipolaire, de sortir de l'Union européenne. Excusez-moi de vous le dire, je vais un peu doucher vos ardeurs, mais il n'y a pas aujourd'hui de parti politique qui a une capacité de diriger la France qui appelle à cela.
Moi, je pense que c'est la dette qui va régler l'affaire. Des choses qui paraissent... Et la guerre en Ukraine. Oui, c'est tout à fait. Fabrice a raison. Il y a d'un côté la dette, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous paraissent aujourd'hui inimaginables, mais en 1789, personne ne pense que 4 ans après, le roi Louis XVI sera assassiné et décapité. Donc, qu'est-ce qui se passe en France en 1789 ? C'est une crise de la dette, parce qu'on est parti faire la guerre contre les Anglais aux États-Unis. Alors, je suis désolé, je suis très content pour les Américains, mais c'était pas notre problème. Et vouloir prendre une revanche sur la guerre de 7 ans, c'était pas notre guerre. Et surtout, on ne se ruine pas pour faire une guerre où les intérêts de la France ne sont pas engagés de manière existentielle. Donc, et en fait, donc, on a basculé dans un cycle donc, de dette qui a eu des conséquences politiques. Et je pense que ça va être exactement la même chose. Parce que là, tout le monde attend avec stress les notations les notations des agences de notation. Et pour l'instant, soit elles finalement ne nous notent pas, soit elles nous maintiennent notre note en disant mais c'est pas mérité. Donc en fait, mais ça va pas durer éternellement. Donc je pense que le défaut tout ou partiel sur la dette française va provoquer des conséquences qui vont tout remettre à zéro, notamment sur l'État-providence, etc. Et comme l'a dit Fabrice, la défaite militaire peut entraîner des bouleversements politiques, comme ça est déjà arrivé dans l'histoire de... Alors, avant de parler de la défaite militaire, justement, on a le concours Lépine de la meilleure idée politique pour économiser d'argent. Donc là, on fait du populisme à fond, politiquement en France. On a vu notamment, je crois que la meilleure, c'était, elle venait de Ciotti, qui avait, souvenez-vous, cette conférence de presse. Donald Trump venait d'être élu, on était dans la période faste d'Elon Musk, Donald Trump, du Doge, et Ciotti avait sorti en conférence de presse une tronçonneuse en rapport à nos amis argentins, et avait dit qu'il voulait instaurer le Doge à la française pour justement sauver le pays de la faillite. Je crois que le Doge c'est le défaut sur la dette qui va le provoquer. Et d'ailleurs, aux États-Unis, je rappelle que Bessent, le secrétaire au Trésor, a dit qu'il pouvait y avoir un défaut sur la dette américaine cet automne. Donc en fait, il y aura plus besoin de Doge. Quand il n'y aura plus d'argent, il va se passer ce qui s'est passé en Russie après la crise de 98. Les années 90, c'est une succession de crises pour la Russie. Les pires, c'est 93 et 98. À partir de là, plus rien n'est payé, les retraites sont plus payées, et donc on peut réformer. Malheureusement, contrairement à la Chine, qui est un exemple extraordinaire, qui arrive à sortir du socialisme grâce à Deng Xiaoping, progressivement sans heurts majeurs, en dehors de comment ça s'appelle, Tiananmen, mais finalement c'est pas grand-chose sur un pays à l'époque c'était un milliard d'habitants. Eh bien, on ne peut pas s'en sortir sans. Je pense que la France, pas plus que la Russie, ne pourra s'en sortir et commencer à réformer sans effondrement. Et ce qu'il faut espérer, c'est qu'on ait des Primakov, des Poutine, des Deng Xiaoping. Justement, posons la question à Fabrice. Politiquement, on n'a pas aujourd'hui la classe dirigeante qui peut nous permettre d'aller vers ces transitions dont vous parlez. Est-ce que c'est cette crise économique et cette défaite potentiellement militaire en Ukraine qui peut amener une nouvelle classe politique en France, parce que moi je la vois pas. C'est-à-dire que la défaite de l'Ukraine sur le champ de bataille, c'est la défaite de la caste oligarchique occidentale. La Russie et européenne. Voilà, dans l'Occident, donc j'inclus l'Europe de l'Ouest en tout cas. La Russie est en train d'infliger une défaite stratégique majeure à cette caste-là, et non pas au peuple européen. Et ça, je pense que c'est un point qu'il est très important de souligner. La Russie, contrairement à ce qui est dit dans les médias mainstream aux ordres, contrairement à ce que Macron essaye de faire croire aux Français, n'a aucune intention, bien évidemment, d'aller défiler sur les Champs-Élysées, même si les Russes aiment beaucoup les Champs-Élysées. Pour faire du shopping, c'est sympa pour les Russes. Voilà. Comme Courchevel, d'ailleurs. Et je crois, du reste, que la plupart des Français sont parfaitement conscients que Macron est en train d'essayer de nous servir un narratif à 2 roubles. En revanche... Ce qui fait peu en euros. Voilà. En revanche, effectivement, la défaite de l'Ukraine sera la défaite de Macron, sera la défaite de Hollande, de Merkel, de ceux qui sont présents aujourd'hui, de ceux qui étaient présents hier. Et je pense que ça va être difficile pour eux de s'en remettre. Et c'est pour ça que je vois
Effectivement, vous en parliez tout à l'heure, est-ce que c'est un danger ou est-ce que c'est un monde d'opportunités? Je vois beaucoup d'opportunités qui pourront sortir de cette défaite stratégique de l'Union européenne et de l'Occident. Mais Marine Le Pen, pour le Rassemblement national, a dit dernièrement encore une fois qu'elle n'envisageait pas, que son parti n'envisageait pas la question de la sortie européenne. Donc, si on reste véritablement sur la sortie européenne comme voie de salut pour la France... Non, mais ce seront les événements qui vont provoquer déjà la fin de l'euro et ensuite, je pense, la disparition de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça... Je me souviens très bien, à l'époque où Donald Tusk était à la Commission européenne, donc il avait été auparavant Premier ministre polonais, aujourd'hui il est redevenu, mais entre-temps il est passé par la Commission européenne et il y avait eu des voix qui avaient dit, bon, la Pologne a quand même reçu énormément d'argent depuis son entrée en Union européenne, il serait temps qu'elle devienne contributrice et non pas consommatrice. Et Donald Tusk avait dit, ah mais non, mais si vous arrêtez de donner de l'argent à la Pologne, ils vont sortir de l'Union européenne. Donc il faut bien comprendre que il y a absolument... L'Union européenne, pour les pays, la Pologne, les pays baltes, la Hongrie, la Tchéquie, pour les pays d'Europe de l'Est, c'est juste un moyen de recevoir de l'argent à rien faire. Et donc, si cet argent disparaît, et je pense qu'il disparaîtra par un défaut tout ou partiel sur la dette française, c'est la fin de l'Union européenne, ça n'intéressera plus personne. Et vous aurez toute cette classe inutile, bureaucratique, ce Parlement européen qui ne sert absolument à rien, qui va être liquidé, et ça va nous faire faire d'ailleurs des économies. Donc, et je pense que Fabrice aussi a tout à fait raison, encore une fois, sur le rôle de la défaite militaire, c'est-à-dire que la Russie, notamment, a souvent servi de palliatif, de thérapie vis-à-vis, par exemple, des Français. Puisque quand ça va mal chez nous, on dit oui, mais regardez, il y a des pays, il y a des pays encore plus pauvres, etc. Et comme malheureusement, en plus aujourd'hui c'est compliqué, mais quand un Parisien vous fait un voyage à Moscou, il est traumatisé par la propreté, par la sécurité, par les gens gentils, etc., etc. Donc aujourd'hui, en fait, on est en UERSS, et donc les gens ne voyagent pas beaucoup. En tout cas, quand ils voyagent, c'est pour passer des vacances en Espagne. Voilà. Mais évidemment que le traumatisme que subit un Français quand il va à Shanghai, à Shenzhen, à Moscou, à Singapour, est énorme. Et il y aura un moment où, effectivement, les Français vont se rendre compte que en fait on se moque d'eux, et donc cette défaite militaire, alors que la Russie est quasiment seule, avec un peu d'aide de la Corée du Nord et de l'Iran, est quasiment seule face à une coalition d'une trentaine de pays, va être un choc énorme. On va dire mais en fait je croyais qu'on était les plus forts. L'OTAN, c'était encore Mark Rutte, le secrétaire général, qui va dire on est une alliance plus forte que l'Empire romain, que les armées napoléoniennes. Ce qui est vrai, ceci dit, plus fort que l'Empire romain, heureusement. Mais non, mais l'Empire romain n'avait pas de bombardier. Oui, non, mais c'est pas la question. Tout est relatif à la période concernée. Oui, j'entends bien. Mais le fait est que c'est pas vrai. Non, vous êtes un assemblage de pays pauvres en phase de désindustrialisation, de chute démographique, avec des problèmes de sécurité intérieure monstrueux liés à l'immigration sans contrôle. Et donc, en fait, je pense que tout d'un coup, cette défaite militaire, et Fabrice a raison, pour les populations, ça veut dire, en fait, on est nuls. Et oui, faut le dire, en fait, vous êtes un pays pauvre, en voie de paupérisation, d'une paupérisation qui est même, à mon avis, organisée pour maintenir les gens dans l'inquiétude du lendemain, en espérant, mais pas suffisamment pour qu'ils descendent dans la rue, parce qu'ils ont toujours quelque chose à perdre. Mais avec ce défaut sur la dette, là, ça va être comme au moment des Gilets jaunes. Là, il y aura une crise économique grave qui aura forcément des conséquences politiques. Et je suis sûr que ces conséquences et que cette transition sera soutenue par les peuples européens, parce que les peuples européens ne veulent pas d'une guerre contre la Russie. Mais attention, attention, regarde la question de la Hongrie. La Hongrie, qui est beaucoup plus neutre dans sa diplomatie sur la question ukrainienne, l'Union européenne réfléchit à lui retirer son droit de vote au sein de l'Union européenne. Donc, mais là, on parle de la victoire stratégique et de la défaite que l'Union européenne, la claque qu'elle va prendre sur le terrain en Ukraine, suite en fait à la victoire de la Russie. Les peuples, il faut bien savoir une chose, c'est que c'est une chose de dire on va soutenir l'Ukraine, bon d'accord, on donne une partie de l'argent, une partie de notre armement. Xavier l'a soulevé tout à l'heure, le problème c'en est une autre, d'envoyer des dizaines de milliers d'Européens se battre. Se pose pas.
Macron, plusieurs fois, quand même, alors, il est revenu un peu dessus, puis, en fait, il dit tout et son contraire. Ce qui est sûr et certain, c'est que personne n'a envie d'aller mourir dans les tranchées à moins 15 degrés d'Advievka, de Bakhmout. Bon, ça, c'est des villes qui sont déjà prises, mais voilà. Et je crois que le rêve de cette Union européenne, qui était censée être un espace de paix, de prospérité, etc., les Français, les Occidentaux sont en train de se rendre compte que tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Et je pense que... La poudre de perlimpinpin, comme dirait notre président. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que les peuples, et on l'a vu... Alors Xavier l'a évoqué tout à l'heure, la révolte des Gilets jaunes, ce qui est en train de se passer là au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran pourrait très bien provoquer un séisme économique qui va avoir des déflagrations sur l'échelle du monde entier, et notamment à cause du pétrole, si jamais les Iraniens décident de bloquer le détroit d'Ormuz. Et on pourrait très bien revoir en parallèle donc, de cette défaite-là des nouvelles révoltes arrivées du peuple français du peuple qui travaille, mais qui n'arrive pas, à partir du 20 de chaque mois, à nourrir sa propre famille. Et encore, le 20, c'est une date optimiste. Messieurs, en 1 minute chacun, pour finir cette émission, le monde multipolaire, est-ce que la France peut en faire partie en tant qu'acteur majeur ? Oui, bien sûr. Oui ? Donc c'est positif. Il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas, mais pour ça, on a parlé des conditions qu'il fallait préalables, des prérequis, mais évidemment, et elle en fera partie un jour ou l'autre, parce que de toute façon, ce monde-là, c'est pas nous qui décidons ou qui le voulons ou qui ne le voulons pas, il est en train de se dessiner sous nos yeux, et c'est le chemin, c'est le sens de l'histoire, on va dire. La France jouera un rôle important au sein du bloc européen, dont fera partie la Russie, qui en sera le leader naturel, évidemment. Et donc, à partir de ce bloc européen, la France jouera également un rôle dans le monde. On est d'accord, tu parles d'un bloc des nations souveraines. Des nations européennes, oui, non, mais je pense que les superstructures bureaucratiques comme l'Union européenne n'ont pas d'avenir. N'ont pas d'avenir. Donc, c'est terminé, tout ça. Encore une fois, il faut un événement particulier pour que ça s'arrête. Je pense que ce sera la dette et la défaite militaire face à la Russie. Eh bien voilà, en attendant cet événement majeur, merci Édouard, merci Paris. On vous dit à très bientôt, ici de Moscou, avec Fabrice Sorlin et Xavier Moreau. À très bientôt. Merci Alexis Tarade, Xavier Moreau, Fabrice Sorlin pour cet échange de perspectives. Surtout, n'oubliez pas notre prochain épisode la semaine prochaine. Encore une fois, un épisode exceptionnel. Merci à tous d'avoir suivi celui-ci. Surtout, n'oubliez pas de le commenter, de le partager et de le liker. Merci à tous et bonne soirée.